Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. Une semaine quand même qui a été chargée politiquement. D'abord parce qu'elle a commencé par l'adoption d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale sur le texte, le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin. En gros, vous avez plus de la moitié des députés présents dans l'hémicycle qui ont décidé, avant les débats sur le projet de loi immigration, de jeter la loi à la poubelle et de dire on ne veut pas en débattre. Du coup, derrière, le gouvernement avait plusieurs choix. C'était après on parlera des raisons pour lesquelles ils ont fait ça, etc. Mais en gros, il y avait plusieurs choix. C'était ou bien ça passait, ça retournait au Sénat, puis il y avait à nouveau la navette parlementaire, ou bien on retirait le texte purement et simplement, mais c'est la troisième option qui a été choisie, c'est-à-dire de passer par une commission mixte paritaire où il y a 7 députés, 7 sénateurs au prorata des équilibres dans chacune des chambres, donc avec une forte teinte LR, qui est très présente puisqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, au Sénat, et ils sont 60 à l'Assemblée nationale. Donc ils vont se réunir, donc là on sait qu'ils vont se réunir lundi à 17h et ils vont essayer d'atterrir, de trouver une majorité sur les 14 pour atterrir sur un texte qui ensuite serait voté directement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et oui, sans amendement. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de co-construction par l'ensemble des parlementaires. Voilà, il y a un risque, après je te laisse la parole Catherine, la gauche, donc toute la NUPES a voté pour cette motion de rejet, et toute l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national, et une grosse partie, presque tout, les LR. C'est ça qui a fait que ça a basculé, on s'attendait pas à ce que l'extrême droite et les LR votent la motion de rejet, et ils l'ont finalement voté. Donc la gauche était très contente au moment où la motion de rejet est passée, et puis tout d'un coup au fur et à mesure de la semaine, elle le savait, mais au fur et à mesure de la semaine, on s'est rendu compte que elle devait le savoir avant, encore une fois, je dis pas que ils sont complètement débiles les députés, au contraire, mais il y a le risque que le texte soit durci, puisque dans la commission mixte paritaire, vous avez beaucoup de sénateurs, et quand on sait la gueule du texte qui est sorti au Sénat, qui était très très dur, qui remettait en cause le droit du sol, qui supprimait l'aide médicale d'État, etc., etc., on se dit, oulala, qu'est-ce qui va sortir de cette commission mixte paritaire en début de semaine prochaine? Voilà où on en est. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Pour parfaire le tableau, on peut aussi dire qu'au Sénat, le texte a été voté par les sénateurs Renaissance, avec l'accord du ministre. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui va arriver à la commission mixte paritaire va avoir le soutien non seulement des LR, du Sénat et probablement de l'Assemblée, mais aussi de Renaissance du Sénat, et peut-être d'une partie des Renaissances de l'Assemblée. Donc, il n'y a rien à attendre, il n'y a pas d'espoir à avoir sur le texte qui va sortir de cette commission mixte paritaire, puisque je crois qu'il y a un LFI, 2 PS sur les 14, un extrême droite, et puis après, je ne sais plus le détail entre droite et... Je crois qu'ils sont 5 de droite et 2 Renaissance. Ah, un peu plus. Bon, je suis plus. Bref, voilà. En tout cas, la gauche, c'est 3. Voilà. La chose qu'on pourrait noter, c'est que comme pour la loi sur les retraites qui a été interrompue dans son examen et dans sa discussion, on pourrait avoir le deuxième texte de loi essentiel qui serait adopté sans discussion des parlementaires. Ça commence à faire un petit peu sens. C'est-à-dire que le fait que Macron, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, cherche tous les moyens de contourner l'Assemblée nationale en organisant des réunions à Saint-Denis, etc., utilise le 49.3 qui mieux, et là, sur des lois, les 2 lois importantes qu'il a présentées depuis le début de la mandature, ce seraient 2 lois qui seraient, parce que je vais dire après ce que j'en pense, qui seraient adoptées sans discussion du Parlement. Donc c'est quand même, ça dit quelque chose sur l'exercice du pouvoir et la conception qu'il en a des relations avec les parlementaires et le fait qu'il se sert d'eux comme un paillasson, quoi.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les députés ont bien fait de gauche? Parce qu'en fait, c'est ça qui a été un petit peu mis dans les dents des députés de gauche de la NUPES, qui ont tous voté cette motion de rejet. Est-ce que ils ont bien fait, ou est-ce qu'au contraire, ils se sont tirés une balle dans le pied parce que le texte va revenir, pire encore, s'il revient? D'abord, ce que je pense, c'est que quand on ne peut pas accepter un texte, c'est bien d'utiliser les outils du Parlement. Le fait que les députés aient présenté cette motion de rejet parce que ce texte n'était pas acceptable, ça me paraît être la moindre des choses. On avait dit tous les deux qu'on était absolument choqués par cette idée de régularisation pour les métiers en tension, c'est-à-dire une régularisation non pas de tous les travailleurs sans papier, mais simplement de certains secteurs qui nous feraient besoin. C'est-à-dire que c'est pas du tout le point de vue des gens, mais le point de vue des besoins du strict groupe patronal qui dit moi j'en ai besoin, voilà. Donc c'est tout à fait choquant. Ce texte était tout à fait contraire aux valeurs de la gauche, et que la gauche refuse de le laisser passer, de le laisser arriver, d'en discuter pendant 15 jours comme ça, moi je pense que c'est parfaitement légitime. La deuxième chose, c'est qu'ils ont peut-être réussi à faire que ce texte n'arrive pas au bout du compte. Parce que le problème qui se pose, c'est que Emmanuel Macron, si on se souvient bien, en 2017, quand il se présente pour sa première élection, et là où il constitue en fait son premier cercle, ben, il le fait en se présentant comme un libéral. C'est-à-dire il le fait en se présentant comme un peu une alternative à Manuel Valls, qui à l'époque était déjà Manuel Valls, en fait. Et donc lui, il disait qu'il soutenait par exemple Angela Merkel, qui avait ouvert les portes pour 1 million de Syriens qui essayaient de se protéger de la guerre et du régime de Bachar el-Assad. Et donc il s'était présenté comme ça, c'est-à-dire qu'il avait séduit une partie de la gauche qui était acquise au social-libéralisme, mais qui, malgré tout, continuait d'être dans une idée d'ouverture au monde et de tolérance, etc., etc. Et ben là, mon pote, c'est changement de pied, quoi. Et ceux qui sont les députés qui ont été élus en 2017 et dont la plupart d'entre eux se retrouvent aujourd'hui en 2022 pour une bonne part. Alors, certains ont fait leur conversion et sont devenus des affreux jojos. Enfin, il en reste quand même quelques-uns qui peut-être n'ont pas très envie de se retrouver à devoir apporter leur soutien à un texte qui, comme tu l'as dit, revient non seulement sur des mesures minimales de considération pour les gens, mais même atteint à des choses qui sont ultra fondamentales, comme le droit du sol, qui fait partie de l'histoire de la France depuis maintenant 6 ou 7 siècles. Depuis le 15e siècle, donc ce qui fait quand même bien avant même la Révolution française. Donc ça fait, pour tous ces gens qui nous parlent de l'identité française, au moins il y a une chose qui est sûre, c'est que ça en fait partie, le droit du sol, et que c'est ça qui est en train d'être remis en cause. Donc c'est pas certain que Renaissance va pas se retrouver fracturée sur le sujet. Et j'ajoute que si c'est le cas, d'une part, ils ont une crise interne à Renaissance, mais d'autre part, ça veut dire que sur le plan arithmétique, pour faire voter leur texte, ils peuvent aussi avoir besoin non seulement des LR, mais besoin de l'extrême droite. Ce qui serait quand même le sommet, c'est-à-dire que le texte emblématique d'Emmanuel Macron serait voté par l'extrême droite. Ce que je crois, il est ultra possible que Marine Le Pen fasse, puisqu'elle est dans son jeu de billard à 25 bandes où elle se dédiabolise, se républicanise, etc., etc. Donc elle va dire, bon, bah certes, ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est un petit pas, donc moi, je suis pour aller vers dans le sens des petits pas. Et donc, je pense que les enjeux idéologiques et de recomposition politique sont très, très grands. Et donc, le fait que ça ne sorte pas, plutôt que d'ouvrir la boîte de Pandore que je viens de décrire, c'est-à-dire une fracture à l'intérieur de Renaissance et un texte adopté grâce aux voix de l'extrême droite, il est fort possible que lundi soir, tout le monde dit échec et mat, il n'y a pas d'accord possible, donc le texte est remisé. Il y a une chose, parce que c'est vrai que tu parles. Moi, c'est mon pas. On est vendredi après-midi quand on enregistre, et moi je parie qu'il n'y aura pas de texte. Je suis assez raccord. Parce que d'autant que dans la commission mixte paritaire, tu as à la fois Bruno Retailleau, donc qui est le chef des LR du Sénat, et Sacha Houlié, qui est le patron de la commission des lois à l'Assemblée nationale, et qui est censé, je dis entre guillemets, mais bon, c'est ce qu'il incarne, représenter l'aile gauche
de la Macronie, avec aussi en tête qu'il avait signé une tribune il y a quelques semaines, quelques mois, avec... En septembre, non? Oui, en septembre, avec tous les partis de la NUPES, sauf la France Insoumise, pour appeler à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension à l'époque. Donc, de toute façon, tout ce qui s'était raconté dans cette tribune était caduque. Hein. Enfin, je veux dire, le projet de loi et même ce qui allait être débattu à l'Assemblée nationale ne ressemblait pas du tout à ce qui avait été écrit dans la tribune, même si, comme on l'avait dit à l'époque, nous déjà, on n'était pas trop d'accord avec ce qui était dans cette tribune. Mais peu importe, c'est même pas arrivé jusque-là. Donc, il y a quand même Sacha Houlié et Bruno Retailleau réussir à les mettre d'accord. Va falloir que, en fait, il va y avoir une négociation. S'ils veulent que la négociation aboutisse, il va falloir que l'un des deux mange son chapeau. Nécessairement. Ils peuvent pas, et c'est ça, toute la limite. Tu parlais du Emmanuel Macron de 2016-2017 qui s'était positionné comme un anti-Valls. Le problème, c'est que il s'est dissous dans son en même temps, et il a pensé que le en même temps lui donnait une cohérence politique, ce qu'elle ne lui donne absolument pas. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé sur ce texte. C'est-à-dire que ils ont eu l'impression que, en gros, en prenant un peu de billes à gauche, un peu de billes à droite, enfin vraiment pas grand-chose à gauche, encore une fois, mais lui, il imaginait que régulariser les métiers en tension, les travailleurs sans papier des métiers en tension, c'était un peu de gauche et puis un peu de droite, etc. Il allait réussir à architecturer un texte qui tenait la route. Bah non. En fait, c'est pas comme ça. C'est pas ça faire de la politique, tu vois. Au bout d'un moment, faire de la politique, ça veut avant tout dire trouver des cohérences politiques, donner des directions en fait à des textes. Ça peut être des directions de droite. Hein. On peut faire de la politique en étant à droite. Le problème, c'est que là, ils sont en train de ce que fait Emmanuel Macron et ce que fait tout particulièrement Gérald Darmanin, c'est qu'il est en train de liquéfier la politique. On comprend plus rien. Et on comprend tellement plus rien que au sortir du texte du Sénat, Gérald Darmanin dit c'est franchement ce texte, il est super tel qu'il est sorti du Sénat, impeccable, nanana. Ils arrivent à l'Assemblée nationale et la majorité de Gérald Darmanin, c'est-à-dire du gouvernement, remet tout à plat et fait disparaître tout ce qui existait, qu'il avait trouvé si bien dans le texte qui sortait du Sénat. Donc ça, c'est pas possible. En fait, je veux dire, au-delà du fait qu'on soit de gauche ou de droite, etc. Enfin, il faut quand même un minimum qu'on puisse comprendre en fait ce qui se passe. Et il est normal que Olivier Marleix, qui est le patron des LR de l'Assemblée nationale, dise bon bah merde. Enfin, il a dit que le texte des LR du Sénat c'était super et on arrive à l'Assemblée nationale et il me pète tout. Bon bah non, bah je vais voter la motion de rejet. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est des réactions. C'est pas des gamineries de cours d'école comme lui-même. Comme Gérald Darmanin l'a sous-entendu dans un JT au 20h. C'est pas ça. C'est juste, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, il n'y a plus de cohérence. La gauche est cohérente, pour le coup, tu l'as très bien rappelé. Son vote de la motion de rejet, c'est un vote cohérent. Et dans une certaine mesure, même l'extrême droite est cohérente. Enfin, je veux dire, elle tient son cap raciste, mais elle le tient, quoi, genre xénophobe. Après, et moi j'en finirai là-dessus, se pose, tu disais, t'as mis en parallèle ce qui s'est passé pendant les retraites, le 49.3 pendant les retraites, et là, l'absence de débat. 49.3 qui était au milieu des débats, hein. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout des articles. Ouf, parce qu'ils avaient décidé que le temps de discussion serait contraint, etc. Exactement. C'est intéressant parce que aujourd'hui, on a une situation où il y a trois forces, trois pôles à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a trois pôles dans la société? Ça, c'est une autre question. Mais enfin, il y en a trois à l'Assemblée nationale. On sait pas faire. En France, on sait pas faire. Mais il y a des gens qui me disent ah bah si, mais regarde la propos Emmanuel Macron, il a dit on va faire texte par texte. Et puis c'est un peu comme ça que font dans d'autres pays, notamment de l'Europe du Nord. Il y a c'est des régimes parlementaires et puis il y a comme ça des petits groupes et il n'y a pas de majorité absolue. C'est vrai, mais leur technique est pas du tout la même. Ils font pas texte par texte. C'est pas comme ça qu'ils font. Ils font un contrat de gouvernement qui passe parfois plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Hein. En Belgique, parfois ça prend plusieurs années. Hein. Enfin, un an, exactement. Bon, beaucoup de mois, 12 mois. Et mais les Allemands, ils mettent 6 mois à accoucher de leur contrat de gouvernement. Et ensuite, ils ont une majorité sur la base de ce contrat de gouvernement. C'est-à-dire, ils réussissent à trouver en l'espace de 6 mois une cohérence politique avec une majorité. Moi, je pense que je sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, il y a que comme ça qu'on peut faire marcher une Assemblée nationale dans le cadre de la Ve République telle qu'elle marche. Bah, c'est bien comme ça qu'il l'a envisagé.
Bah non, il n'a jamais envisagé. Il n'a jamais envisagé un contrat de gouvernement. Non, il n'a pas envisagé un contrat de gouvernement, mais il a envisagé. D'ailleurs, il l'a redit encore à l'issue du Conseil des ministres, Emmanuel Macron, il en veut beaucoup au parti de gouvernement. Parce que l'analyse d'Emmanuel Macron en 2017, c'était qu'au fond, il y avait un grand bloc central qui, peu ou prou, était d'accord sur les grandes orientations de la politique de la France. Et que donc, du Parti socialiste au LR, certes, il y avait des nuances qui pouvaient s'enrichir les uns les autres. Bon, d'accord, Cazeneuve et Juppé, c'était pas exactement les mêmes, mais enfin bon... l'idée que la compétitivité de la France, enfin tu vois, toutes ces idées-là, elles leur étaient communes et que donc il y avait ce cercle de la raison, comme l'a défini Beaune, que ce cercle de la raison. Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'idée qu'il pouvait y avoir. Alors. Bon, il n'a pas proposé explicitement un contrat de gouvernement, mais en fait, quand même, au fond, la proposition d'Emmanuel Macron, elle était sous-tendue par cette analyse, et que c'est cette analyse-là. Je suis pas d'accord. C'est que je pense que Emmanuel Macron, il fait exactement comme Gérald Darmanin, qui appelle un par un les députés LR en leur disant tu veux plus de flics, gendarmes, de gendarmes, je sais pas quoi, je t'en donne machin dans ta machin. C'est ce qu'a dit Libération. Et Emmanuel Macron, dans une certaine mesure, il fait pareil. Il dit, tiens, je vais nommer Catherine Vautrin, c'est-à-dire elle vient de la droite, je vais la nommer première ministre et puis ça suffira, tu vois. Il y a Gérald Darmanin dans mon gouvernement, il y a Bruno Le Maire, donc banco, c'est bon, mon gouvernement. D'accord. Mais non, mais ça, c'est pas ça. Bon, d'accord. Alors, choper des gens, c'est pas faire de la politique. Oui, bon, tu as raison. On peut dire que non seulement il est insupportable, mais en plus, il est malhabile. Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait. Ce que tu dis, c'est pourquoi n'a-t-il pas suivi les conseils que lui avait donné Nicolas Sarkozy de faire cette alliance en bonne et due forme avec les Républicains, et pourquoi ne l'a-t-il pas fait avec les socialistes? Il y a un léger petit problème, c'est qu'il se trouve que les Républicains et les socialistes ne l'ont pas voulu non plus. Exactement, ils ont leurs agendas aussi. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de technique, c'est éventuellement un problème politique, qui est que les Républicains n'ont pas du tout l'intention de se laisser dessaisir du pouvoir et de l'exercice du pouvoir sous leur propre logique, et dans cette maison là ils veulent être chef et président et premier ministre et tout ça, donc les Républicains ont dit non parce qu'ils prétendent que Emmanuel Macron va se casser la figure et que l'alternative à Emmanuel Macron, ce sera eux. C'est-à-dire qu'ils pensent, d'ailleurs, enfin, je veux dire, il y a ceux qui pensent que ça sera eux à titre personnel, parce qu'ils sont tellement brillants qu'il faut qu'ils soient ministres. D'ailleurs, depuis tout petit, ils ont dit à maman qu'ils seraient ministres. Mais tu as aussi ceux qui pensent que tout simplement, il faut qu'il y ait une alternative, puisqu'après le macronisme, quoi? Et comme eux, ils ne veulent ni de la gauche, ni de l'extrême droite, ils pensent qu'ils doivent être la force d'alternative. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont maintenus, et que je pense que pour ceux qui font un peu de politique chez les LR, il y a une partie d'entre eux quand même qui ne sont pas prêts d'aller se marier avec l'extrême droite parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas d'extrême droite pour la France, parce que c'est très mauvais pour le pays et qu'ils doivent être l'alternative et qu'il n'y a donc pas d'autre solution que de construire cette alternative. Et je dirais inversement, du côté du Parti socialiste, faisant aussi l'analyse des évolutions des LR etc. Il y en a un certain nombre qui pensent qu'il doit y avoir une alternative de gauche et que donc c'est ça qui l'émeut. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la difficulté que Macron a, c'est que il espérait, et cette espèce d'idée du cercle de la raison, c'était la fin de l'histoire. En fait, pour moi, ça voulait dire la même chose. Quand ils ont parlé du cercle de la raison, c'est-à-dire que tous les raisonnables et tous les gens bien se rassemblent, et donc il n'y a plus de débat politique, et donc il n'y a plus d'alternative, et donc fin de l'histoire. C'est plutôt ça le problème, si tu veux. C'est plutôt, moi, mon avis, c'est plutôt cette idée qu'on pouvait faire un contrat de gouvernement qui rassemblait les raisonnables, qui était profondément une impasse et non souhaitable, quoi. Non souhaitable parce que une société a besoin de débattre de ses choix, et parce que réellement il y a des choix et qu'il n'y a pas une seule solution pour aucun problème. Donc
je pense que c'est à ça qu'il s'est confronté plus qu'à des problèmes de technique, parce que souvent il est dit que c'est lié aux formes de la Constitution, de nos institutions, etc. Moi, je pense que c'est plutôt lié au fait que la France reste un pays où il y a des débats politiques assez forts, avec des alternatives, et que Emmanuel Macron est en incapacité de faire aboutir son projet du grand cercle de la raison qui tuerait tout débat alternatif. La gauche. Oui, mais c'est la même question en fait. Parce qu'en fait, non, mais la suite de l'histoire, c'est qu'en fait, donc, bon, moi je crois, je fais le pari que ce texte est mort-né, parce que sans ça, ça déclenche une crise à l'intérieur de Renaissance, mais aussi avec le MoDem. Hier soir, François Bayrou a parlé sur la 5, je crois, pour dire toutes les réserves qu'il avait sur ce texte et sur la manière de conduire la politique de la France. Donc, je pense qu'il y a quand même ils ont un vrai sujet là, hein, de faire exploser le groupe central autour de ce texte qui ne convient pas. Et on se rappelle les mots du pape François quand il est venu à Marseille et qui forcément ont un écho, par exemple, du côté des élus MoDem qui sont d'obédience démocrate chrétienne. Donc, je pense que l'affaire... mais l'autre, donc, du coup, devant cette difficulté, est-ce qu'elle est spécifique au texte immigration? Je pense qu'il y a une dimension spécifique parce que ça touche à des questions mais ultra fondamentales de valeurs, d'humanisme, d'histoire de la France, etc., etc. Mais que c'est une difficulté qui est liée au fait que l'Assemblée, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, et que donc du coup l'hypothèse d'une dissolution revient dans le débat, est demandé par l'extrême droite. Jordan Bardella, se disant tout à fait prêt à devenir le Premier ministre de cohabitation, c'est effrayant, mais... Ouais, ce que je trouve génial, c'est que il dit qu'il est prêt, et derrière, je ne sais plus, je crois que c'était une députée insoumise qui disait ça, il dit qu'il est prêt, et non, c'est Nassira El Moadem, qui est d'arrêt sur image, qui dit... La logique est toujours la même. Jordan Bardella dit je suis prêt pour être Premier ministre, et derrière il y a un institut de sondage, je crois que c'est Ipsos, qui le teste, et il y a 56% ou 52% des Français qui trouvent que Jordan Bardella Premier ministre, c'est pas mal. Et puis derrière, 46%. 46%, voilà, je m'en fous. Moi je m'en fous bien. Et derrière, pendant 3 jours, c'est toutes les chaînes d'information continue, les radios et les papiers, c'est tiens, pourquoi pas Jordan Bardella, etc. Et donc s'installe, en fait, alors qu'à la base c'est juste cette petite idée qu'il a donnée dans une interview, s'installe l'idée que Jordan Bardella, pourquoi pas, Oui. Alors en même temps, c'est un vrai enjeu pour lui, pour son groupe politique, parce que ça installe l'idée qu'il est un Premier ministrable crédible. Et Marine Le Pen a déjà dit, si je suis présidente de la République, ça sera mon Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce de ticket Marine Le Pen, Jordan Bardella est en train de s'installer dans le paysage politique, ce qui n'est pas rien et ce qui pose un vrai problème, par exemple, à la gauche. Parce que, évidemment, l'idée... donc là, il y a une question, c'est dissolution. Ma position à moi, c'est que je ne vois pas comment on peut se satisfaire d'absence de majorité pour conduire des grandes réformes. Il faut absolument, c'est pas simplement construire des majorités à l'intérieur de l'Assemblée, il faut construire des majorités dans le pays. C'est-à-dire que si jamais c'était le cas, il faut être capable de proposer un programme de législature qui recueille une grosse part de l'électorat, une majorité absolue dans l'idéal, une forte minorité qui donne une majorité de députés. Ça me semble être... Je ne vois pas comment on peut faire autrement si on veut conduire des réformes. Or, il y en a à faire et il y a des enjeux considérables qui sont devant nous. Je vois pas comment on peut faire avec un pays aussi fracturé. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif de surmonter cet éclatement politique, moi j'ai l'impression que c'est un horizon qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas simplement espérer sur un malentendu prendre le pouvoir. Allez hop, avec 32%, si tu avais 150 voix de plus dans 70 circonscriptions, hop, tu prends la majorité, hop, tu es Premier ministre, hop, hop, hop. C'est-à-dire ce calcul arithmétique sur comment on peut jouer pour prendre le pouvoir, moi je crois qu'il n'est pas du tout
de niveau par rapport aux questions qui sont posées. Ça, c'est la première chose. Puis après, il y a la suite de l'alternative, mais vas-y, je te laisse sur ça. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs d'autant moins intéressant que la seule chose à laquelle ça sert, en fait, de réussir à prendre le pouvoir, c'est donner une quinzaine de Marocains ministériels aux copains. Mais en vrai, c'était empêché dans les faits. C'était empêché, exactement. Si la société, en fait, n'est pas, il n'y a pas de dynamique dans la société, c'est pas possible. Alors, et même à l'Assemblée, même si à l'Assemblée, t'as pas de majorité absolue, tu peux être le premier groupe, mais je veux dire, ne pas pouvoir gouverner. Exactement. Mais tu peux quand même avoir peut-être un chauffeur et un grand bureau dans un ministère pendant 15 personnes peuvent avoir ça pendant 3 mois, quoi, genre, et puis ils sont contents. Alors moi il y a un truc qui me fait marrer, c'est que en ce moment j'ai vu beaucoup de députés et beaucoup de camarades de différents partis de la gauche, et sur cette question de la dissolution, franchement je suis un peu halluciné en fait par ce que j'entends. C'est-à-dire que il y en a qui croient sincèrement que là, il peut y avoir une dissolution et ce sera YOLO pour la gauche. Il y a aucun problème. On peut trouver, on peut trouver une majorité, gagner, je sais pas quoi. Et ça vient de personnes qui parfois sont des cadres. En fait, je me demande en fait comment est-ce qu'ils prennent le pouls de la société, à quel endroit est-ce qu'ils le prennent, parce que j'ai pas vraiment l'impression, ni dans les sondages, ni dans les études d'opinion, ni dans les médias, ni dans beaucoup d'espaces organisés. C'est-à-dire que par exemple les associations, quand on va parler en fait aux différentes associations qui elles sont en prise directe avec le réel et le monde des gens, on n'a pas vraiment l'impression que la gauche politique, elle va en poupe. Donc je ne comprends pas en fait sur quoi ils basent leur euphorie utopique que potentiellement là, c'est bon, s'il y a une dissolution, banco, on va gagner et Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Je sais même pas s'ils y croient. Ah si, il y en a qui y croient. Ouais, mais bon, et donc du coup, mais c'est une vraie, non mais c'est performatif, c'est pour dire. Alors je pense que c'est effectivement performatif, mais c'est aussi, ça valide aussi toute leur stratégie maintenant depuis des années. Je parle notamment pour la France insoumise. C'est-à-dire que comme ils sont dans une position où ils te disent genre on a raison seuls contre tous, ils peuvent pas en fait du jour au lendemain dire peut-être qu'on va remettre en question la stratégie qui était la nôtre jusque-là. Ça n'aurait pas de sens intellectuellement parlant, puisqu'ils ont raison seuls contre tous. Bon, je sais pas. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que dans la culture qui est la culture, je dirais, issue du léninisme, dont on peut dire qu'une partie de la France insoumise fait sienne, l'idée d'avoir ça et de tenir bon, c'est tout à fait. C'est-à-dire que peu importe le rapport avec les gens, l'opinion, ce que chacun pense, etc. Ce qu'il faut, c'est dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'on tient bon et un jour ça finira par payer, peut-être pas cette fois-ci, mais la suivante. Mais comme on est nourri d'une pensée scientifique et que on dit la vérité, ça finira bien par payer. Mais l'idée que ça va payer maintenant, moi, je pense que c'est pas la preuve. C'est-à-dire si à l'élection européenne, par malheur, Manon Aubry ne faisait pas un brillant résultat, je ne crois pas que ça aurait pour conséquence pour la France insoumise une remise en cause de sa politique. Non, pas du tout. La dernière fois on s'est planté, là on se plante encore, et puis la fois d'après, mais super Jean-Luc va venir nous sauver de la mouise, parce qu'en fait c'est quand même un peu ça, comme ça qu'il voit les choses. Mais dernier petit point, ce que je pense qui est tout à fait vrai dans ce que dit la France insoumise, c'est que comme ce qu'ils visent, c'est la mobilisation du monde populaire, et que le monde populaire ne va pas s'intéresser aux petites salades de la commission mixte paritaire et blabli et blabla. Ce que les gens veulent, c'est voter pour des gens qui peuvent changer la vie, changer la réalité, et donc avoir une perspective de victoire. Et ça, Mélenchon l'a compris depuis 2012. Depuis 2012, il veut être en force, c'est-à-dire montrer au monde populaire que nous avons de la force, qu'ils sont de la force, que eux, le peuple, a une force, que nous, la gauche, avons de la force, et que cette force-là peut gagner. Ce qu'il a porté comme discours en 2017 et ce qu'il a réitéré en 2022. Et que cette dynamique de nous sommes forts et nous pouvons gagner est la condition, c'est-à-dire qu'il le surraconte avant même que ce soit tout à fait vrai, mais comme c'est dit,
ça enclenche l'idée, enfin c'est une condition de la victoire, voilà. Ça suffit pas, mais que c'est une condition de la victoire. Et moi, je pense que ça, c'est tout à fait exact. Et dans les choses dont il faut se souvenir, c'est que il n'y a pas de victoire possible s'il n'y a pas de partage de l'espérance de cette victoire. C'est-à-dire, si on ne fait pas partager à tous et largement dans le peuple l'idée qu'on peut gagner. Si tu vas pour perdre, si tu vas pour témoigner, comme l'extrême gauche le fait systématiquement, bon bah t'as le résultat que t'as des témoins, quoi. Il y a eu 2 prises de parole intéressantes justement à gauche cette semaine. D'abord celle de Raquel Garrido dans Au Poste de David Dufresne, dans lequel en gros elle dit en gros, on lui reproche, et parfois reproché à certains insoumis, dont Raquel fait partie, d'essayer de chercher une alternative à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, de chercher dès maintenant une candidature commune pour 2027. Et Raquel répond très justement, elle dit « Ah oui, mais le problème, c'est que si on cherche pas dès maintenant, c'est-à-dire 3 ans et demi avant, on va se retrouver 6 mois avant avec juste la personne qui a réussi parce qu'elle s'est déjà présentée 3 fois, parce qu'elle est la plus connue, parce qu'elle est aussi très brillante et très bonne en campagne, etc. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Et elle croit, mais je le crois aussi, que hélas aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ne peut plus gagner une élection législative ou présidentielle d'ailleurs. Et donc elle dit c'est dès maintenant qu'il faut chercher l'alternative pour pouvoir la construire. Il faut la construire. Et donc le combat aujourd'hui contre ceux par exemple qui veulent proposer, mais à vrai dire c'est même pas que contre Jean-Luc Mélenchon, c'est en général. C'est-à-dire que c'est dès aujourd'hui en fait qu'il faut construire le débat à l'intérieur de la gauche sur c'est quoi notre projet en 2027, c'est qui notre candidat ou notre candidate en 2027, et voilà, comment on le construit. Sympathiquement, on n'est pas obligé de le faire avec un couteau entre les dents, tu vois, genre, c'est un conflit apaisé qu'il faut. Et elle dit, il faut le construire dès maintenant. Ça, c'est la première prise de position. La deuxième prise de position, c'est celle de Marine Tondelier, la patronne d'Europe secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, merci. Pardon, de Les Merci de parler. Oui, patronne. Je dis patronne d'Europe Écologie Les Verts alors qu'elle est secrétaire nationale de Les Écologistes. Bon. Parce qu'ils ont changé de nom de parti. Donc, Marine Tondelier dit... et ça a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux notamment. En ce moment, bien sûr que oui, on cherche une candidature commune, on s'active pour 2027 avec les socialistes, les communistes et des insoumis. Voilà. Voilà ce qu'elle a dit, et ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on s'est dit oh là là, elle fait ça dans le dos des gens, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Je comprends même pas en fait qu'est-ce qu'on lui veut exactement, enfin pourquoi est-ce qu'on lui en veut exactement quant à cette prise de position, puisqu'elle est normale en fait. C'est normal en fait que dès à présent on se pose cette question. C'est vrai que on l'a déjà noté dans des débriefs précédents, mais la question de la présidentielle se pose très très tôt, et c'est posé très très tôt en fait au début de ce deuxième quinquennat. C'est-à-dire que dès 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, on va se dire bon 2027, comment on va faire? Ça va être qui? Ça va être quoi? Ça va être quand? Ça va être où, tu vois? Et plus avec en plus ce coup près de la dissolution, enfin cette épée de Damoclès de la dissolution permanente parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bon, moi je pense que Marine Tondelier comme Raquel Garrido ont raison, que c'est aujourd'hui que l'on doit se poser la question de notre projet à gauche, notre projet commun, notre candidature commune pour 2027, mais au-delà en fait. Moi je m'en fous de 2027, j'avoue que c'est important, tu vois, mais c'est d'abord on doit construire quelque chose ensemble. Or aujourd'hui, comme l'a très bien dit aussi Raquel Garrido, décidément je cite beaucoup Raquel Garrido, on ne peut pas se satisfaire que la gauche soit une force centrifuge, il faut qu'elle soit une force centripète. Une force centrifuge, c'est une force qui écarte en fait du centre. Il faut que la gauche soit une force centripète, c'est-à-dire qui rassemble vers le centre. Et aujourd'hui, elle est plutôt centrifuge que centripète, et c'est un problème.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il s'agit certainement d'imaginer une alternative à Jean-Luc Mélenchon pour plein de raisons, parce que Jean-Luc Mélenchon est mortel, donc ça ne peut pas être la seule solution pour la gauche, ça me paraît évident. La deuxième question, comme Socrate. Socrate aussi est mortel, il est chat. Et il est mort. Et il est mort. Bah oui. Et Marx aussi. C'est pas possible. Ne dis pas ça, je savais pas. Bon, donc forcément, il ne peut pas y avoir de sauveur suprême. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que Jean-Luc Mélenchon a quand même une image qui s'est beaucoup abîmée, et on l'a déjà dit aussi dans un précédent débrief, c'est que à force de prendre de s'abîmer, à chaque fois il a la capacité de repartir, mais il faut à chaque fois repartir de bas, quoi, et refaire la route. Donc ça, c'est quand même problématique. Et la troisième chose qui est évidemment tout à fait fondamentale, et c'est ce qui fait la différence avec les précédentes élections présidentielles, c'est que cette fois-ci, l'idée qu'il puisse y avoir une élection de Marine Le Pen hante les esprits, et par contre on sait que Emmanuel Macron il est out, donc la question de l'élection présidentielle elle est à la fois très ouverte et avec beaucoup d'enjeux. Dernier point, c'est sur quelle base, parce que il y a une question qui est est-ce qu'on est capable d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme candidat possible de rassemblement de la gauche et d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est une première question. Mais la deuxième question qui est non négligeable, c'est sur quelle base? Qu'est-ce qu'on propose? Quel est le projet que la gauche a à Catherine, oui. L'avenir en commun. Alors voilà, alors c'est bien l'avenir en commun. Non, mais je pense que l'avenir en commun, on l'a déjà dit aussi, l'avenir en commun est le résultat d'une maturation lente et longue, puisque c'est 2005 les collectifs antilibéraux, puis après on a la candidature de 2012 de Jean-Luc Mélenchon qui va se traduire dans un projet qui va reprendre les principaux items de ce programme, qui va devenir l'humain d'abord, qui va devenir l'avenir en commun. Il y a une continuité. Alors ça lui donne la force de l'histoire et de la maturation. Ça, on va dire, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de questions nouvelles qui apparaissent, un monde qui s'est transformé. Donc on ne peut pas juste repartir tout le temps. Il faut quand même se donner un peu l'air, le temps de réouvrir le champ. Et par ailleurs, il n'est pas pensable d'avoir un projet qui rassemble toute la gauche, parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir une chance de gagner face à Marine Le Pen, qui soit issu d'une seule formation. Ça n'est pas jouable. C'est-à-dire qu'il faut donc le temps à la fois de réouvrir les champs du débat et de donner à chacun l'espace de sa vérité. Et donc ça demande du temps. Et moi, je pense que Marine Tondelier dit on a commencé. Je ne sais pas si c'est pas un peu performatif aussi, parce que je ne sais pas si elle a commencé, où est-ce qu'elle a commencé, mais bon, où est-ce que ça se fait? En tout cas, on n'en voit pas, nous on n'en sait rien. Peut-être qu'à la Fondation Jean Jaurès, il y a des trucs qui se font, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, nous, vu de notre fenêtre et des informations qu'on a, on ne voit pas que ça ait commencé. Mais en fait, elle veut que ça commence. Moi, je le comprends comme ça. Je comprends comme là, TikTok, quoi. Il y a des. Ah oui, t'as raison. Tic-tac, tic-tac. Le temps nous est compté, et donc pour débattre et pour faire une culture commune, un projet commun, imaginer une campagne commune et imaginer un ou des candidats pour porter tout ça, franchement, là, c'est pas 3 ans, parce que dans 3 ans, il faut que les choses soient archi terminées, quoi. Je veux dire, au moins. Il faut que la dynamique soit engagée depuis longtemps. Oui. Je veux dire, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne s'y trompe pas. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, il fait un meeting, là. Là, il en a fait un, effectivement, mais la semaine précédente, je sais plus, donc c'était Besançon, je crois. Enfin, je veux dire, toutes les semaines, Jean-Luc Mélenchon fait meeting. Donc, je veux dire, lui, il attend pas de savoir s'il y a une dissolution, pas de dissolution, etc. Lui, il y va, il avance et il se bat. Écoute, c'est très bien, il a parfaitement raison. Il faut que tout le monde se mette en situation d'activer la mécanique autour des idées auxquelles il croit, et si possible sans exclure les autres. Eh bien, c'est sur ces bons mots que nous vous disons à la semaine prochaine. Salut.